Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre en silence. Pas d'explosion, pas de cri. Juste le sol qui disparaît sous vos pieds. Imaginez. Vous arrivez à une réunion que vous croyez être un entretien d'évaluation. Vous êtes préparé. Vous êtes calme. Vous avez même repassé votre chemise ce matin-là. Et en l'espace de 3 minutes, on vous accuse de vol. 11 écarts de caisse. Des mois de prétendus mensonges. Des collègues qui ont témoigné contre vous dans votre dos, en souriant, sans jamais prononcer un seul mot en face de vous. Et vous, vous ne l'auriez jamais imaginé. 3 histoires. 3 personnes qui ont tout perdu d'un coup: leur emploi, leur réputation, leur confiance dans les gens qui les entouraient. 3 personnes qu'on a essayé d'écraser. Mais aucune des 3 n'est restée à terre. Parce que parfois, la justice ne vient pas des tribunaux. Elle vient de la patience, de la rigueur, d'une seule lettre envoyée aux bonnes personnes au bon moment. Et ce que ces gens ont déclenché sans le vouloir, sans même le savoir, a tout détruit sur son passage. Restez avec moi. Avant que tout bascule, il y avait la normalité. Et la normalité, c'est étrange comme mot quand on y pense vraiment. On ne réalise sa valeur qu'au moment où elle disparaît. La première personne de cette histoire, appelons-la Léa, avait 22 ans quand elle a décroché son premier vrai emploi adulte. Un cabinet juridique de taille modeste, 9 employés, des clients sérieux. Pompiers, forces de l'ordre, institutions. Elle travaillait là depuis son université, d'abord à mi-temps, puis à temps plein après l'obtention de son diplôme. Elle aimait ce travail. Elle avait un mentor exceptionnel, un homme qui connaissait chaque rouage de cette machine, qui travaillait avec une telle énergie et une telle compétence que Léa, lors de son entretien d'embauche, l'avait pris pour le propriétaire du cabinet. Il n'était qu'un échelon au-dessus d'elle. Mais il donnait tout. Il y avait de la chaleur dans ce bureau au début. L'odeur du café à 8 heures du matin. Le son des téléphones qui sonnaient en rythme. La satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Mais sous cette surface lisse, il y avait des choses que Léa ne voyait pas encore ou peut-être qu'elle préférait ne pas voir. Les associés de ce cabinet, 2 hommes, avaient une manière particulière de traiter les employées féminines et les stagiaires. Des remarques, des gestes, des regards qui duraient une seconde de trop. Elle le remarquait, mais se disait que c'était sans doute normal, que c'était comme ça dans tous les bureaux. Ce mot normal allait lui revenir en pleine figure. Et puis, il y avait les cercles. Les avocats d'un côté, soudés avec la responsable RH et la directrice de bureau. Les stagiaires de l'autre, et elle avec son mentor un peu à part. Un îlot de travail honnête dans un océan de politique intérieure. Elle ne le savait pas encore, mais cette normalité touchait à sa fin. Et pourtant, il a fallu un événement précis pour que le vernis commence à craquer. Une stagiaire jeune, sérieuse, qui ne demandait qu'à apprendre ses plaintes à la RH. L'un des associés l'avait touchée sans son consentement. Il lui avait dit des choses qu'on ne devrait jamais dire à quelqu'un dans un cadre professionnel. La responsable RH a convoqué la jeune femme, l'a écoutée, et a passé les 30 minutes suivantes à lui faire croire qu'elle avait mal compris, qu'elle était trop sensible, que ce n'était pas si grave. La stagiaire est sortie de ce bureau dans un état de confusion totale. Et peu après, elle a simplement disparu. Elle a quitté le cabinet sans un mot. C'est là que Léa et son mentor ont compris. Mais pourquoi aurait-elle menti sur quelque chose d'aussi simple? Cette question, Léa se la posait encore ce soir-là chez elle. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle repensait aux semaines précédentes, à ces petits détails qu'elle avait choisi d'ignorer. La façon dont la directrice de bureau détournait les yeux quand un associé faisait une blague douteuse. La façon dont les stagiaires changeaient d'attitude entre le lundi matin et le vendredi soir. Quelque chose de lourd flottait dans ce bureau, et elle le sentait maintenant dans sa poitrine comme un poids qu'elle ne pouvait plus déposer. Son mentor, lui, avait l'air calme. Mais ce calme-là n'était pas de la sérénité. C'était une décision qui se prenait. Ensemble, silencieusement, ils ont commencé. Des notes, des photos, des témoignages. Pas de manière spectaculaire, juste méthodiquement, comme des archivistes du réel. Chaque incident consigné, chaque date, chaque heure, chaque nom. Un dossier invisible qui grossissait jour après jour. Et pendant ce temps-là, la vie au bureau continuait comme si de rien n'était. Ce fut une froide et tranquille réalisation, pas une panique, pas un cri, juste la certitude absolue que quelque chose de très grave se tramait ici depuis bien longtemps. Et c'est là que tout a basculé. Parce que ce que elle allait découvrir ensuite, personne ne l'avait vu venir. Il y avait un grand événement organisé par le cabinet. Des heures supplémentaires, de la pression, des gens entassés dans un espace trop petit pour trop d'ambition. Et après cet événement, la tension a explosé. Les associés et les managers ont éclaté sur les employés comme une digue qui cède. Des mots que l'on ne prononce pas.
des reproches que l'on n'oublie pas. Ce soir-là, tout le monde est allé se détendre dans une boîte de nuit proche. Léa a commencé la nuit avec ses collègues, puis a rejoint ses amis, puis est revenue voir comment les choses évoluaient du côté du bureau. Ce qu'elle a découvert sur ce podium 5IP, avec service de bouteilles et lumière tamisée, l'a figé sur place. Les deux associés, deux hommes mariés, deux pères de famille étaient là, en train de danser contre des avocates salariées du cabinet. Des avocates elles-mêmes, pour la plupart mariées. Se touchant, s'embrassant, totalement abandonnées à quelque chose qui n'aurait jamais d'accepteur existé dans la lumière du jour. Léa a pris son téléphone. Elle a demandé à un promoteur qu'elle connaissait son colocataire à l'époque d'organiser les photos via le représentant du club. Et elle a quitté les lieux. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Elle est retournée à l'hôtel que les associés avaient loué ce soir-là pour l'événement. Elle avait ses clés. Elle était employée de la firme. La réception l'a laissée entrer. Ce qu'elle a trouvé dans ses chambres la nuit-là, des drogues. Des accessoires que personne n'aurait voulu retrouver en photo dans un dossier judiciaire. Des documents. Des objets personnels laissés en plan comme si ces hommes croyaient être au-dessus de tout. Peut-être le croyaient-ils vraiment. Le lundi suivant, Léa est allée voir la RH. Elle a exposé son malaise face à ce qu'elle avait vu. Elle n'a pas encore sorti ses cartes. Elle voulait voir comment ils allaient réagir. La réaction ne s'est pas fait attendre. La responsable RH a couru dans le bureau des associés. La porte s'est fermée. Des cris ont traversé les murs. Et quelques minutes plus tard, les deux associés et la directrice RH débarquaient dans le bureau du mentor de Léa, au moment précis où elle lui expliquait tout ce qu'elle avait. On leur a demandé de démissionner. Immédiatement. De rendre leurs affaires et leurs clés. Le mentor de Léa, sans hausser la voix, a demandé leurs lettres de licenciement, leurs fiches de pain complètes, leurs relevés d'heures facturables, depuis le début de leur contrat, et tous les documents liés au travail-études universitaire de Léa. La responsable RH était bouche bée, mais légalement elle n'avait pas le choix. 2 heures plus tard, Léa et son mentor quittaient ce cabinet avec des cartons, des documents, et quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas de la rage, pas des larmes. Une direction. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Léa et son mentor avaient déjà tout. Ils sont allés dans un bar. Ils ont étalé les documents sur la table. Et là, dans ce silence de comptoir, quelque chose de froid et de précis s'est mis en marche. Les fiches de pain révélaient une fraude. Léa était supposée être payée $18 de l'heure au total via le programme travail-études de son université, $12 remboursés par l'école, si par le cabinet. Mais sur ses bulletins de salaire, il était écrit $12. Les $6 restants, jamais déclarés, jamais imposés, directement empochés par le cabinet. Et les relevés d'heures facturables montraient quelque chose d'encore plus grave. Les associés avaient modifié les codes de facturation pour imputer à leurs clients des tarifs horaires d'avocat pour un travail effectué par une assistante administrative et un parajuriste. Fraude fiscale, fraude aux honoraires, harcèlement, conflit d'intérêts. Elle avait arrêté de pleurer. Elle avait commencé à compter. Le plan était simple, méthodique, sans éclat. Toutes les photos du club et de la chambre d'hôtel seraient envoyées aux époux et épouses des avocats concernés. Une plainte formelle serait déposée auprès du barreau de l'État pour faute professionnelle. Représentation frauduleuse de fonds, harcèlement et conflit d'intérêts. L'université recevrait les preuves de la mauvaise utilisation des fonds du programme Travail-études. Et Léa déposerait une demande d'allocation chômage parce que ce licenciement était illégal. Personne ne saurait ce qui arrivait avant que ce soit déjà arrivé. Ils ont agi. D'abord les époux et épouses. Des emails. Des photos. Des preuves que leurs partenaires avaient passé cette nuit-là à faire des choses qu'aucun mariage ne survivrait en silence. 4 ménages. 4 séismes privés qui allaient se déclencher simultanément. Ensuite, le barreau de l'État. La plainte était documentée avec une précision chirurgicale. Chaque incident de harcèlement. Chaque manipulation des heures facturables. Chaque manœuvre financière douteuse. Le barreau a ouvert une enquête. Puis l'université, informée que ses fonds de travail-études avaient été détournés. Et Léa a déposé sa demande de chômage. En 2 semaines, elle et son mentor avaient trouvé un nouveau poste ensemble, dans un autre cabinet, recruté en binôme. Et quelques mois plus tard, ils sont retournés voir ce qu'il restait de l'ancien. 4 avocats avaient perdu leur licence. Poursuivis par le barreau et par l'inspection du travail pour fraude. Les divorces avaient été lancés, des procédures qui allaient durer des années et coûter des fortunes. Les réputations de la directrice RH et de la directrice de bureau avaient été réduites à néant. Et dans les archives des tribunaux supérieurs, Léa et son mentor ont trouvé quelque chose de savoureux.
Les anciens associés avaient menti dans des déclarations officielles soumises à la cour. Ils avaient été pris. Et cette fois, c'est elle qui avait le dernier mot. La deuxième histoire est différente. Moins d'avocats, plus d'arrogance, et un dénouement que personne n'aurait pu inventer. Un jeune homme, appelons-le Thomas, travaillait dans une boutique de vape depuis plus d'1 an et demi. L'ancienne propriétaire était une femme formidable, bienveillante, honnête. Mais son fils l'avait évincée en la menaçant, régulièrement, de se faire du mal si elle ne lui cédait pas la place. Il avait pris le contrôle et instauré un régime d'arbitraire et d'humiliation. Un hiver, une tempête de neige. Le parking n'a pas été déneigé parce que le fils patron refusait de payer quelqu'un pour le faire. Les employés s'y sont collés, et Thomas a glissé. Il s'est blessé. Il a demandé à se reposer pendant son service. Le lendemain, il était suspendu pour 5 jours. 5 jours sans salaire pour un étudiant avec un loyer, une voiture, des factures. Il est entré dans le bureau du patron et lui a dit « Soit vous me licenciez pour que je touche le chômage, soit vous annulez cette suspension. » Le patron a refusé les deux. Et il a ajouté qu'il voulait faire de Thomas un exemple pour les autres employés. Ce mot exemple a tout changé. Thomas a commencé à écouter, à parler aux autres employés. Et il a appris. Des produits vendus illégalement, des violations du droit du travail, de l'évasion fiscale, des produits fabriqués sans licence de fabrication. Il a tout transmis. À la FDA, à l'OSHA, au fisc, à plusieurs agences gouvernementales. L'OSHA est venu inspecter le magasin un jour où Thomas ne travaillait pas. Le patron a annoncé à tout le monde que l'inspection n'avait rien trouvé. Quelques semaines plus tard, Thomas a reçu par courrier le rapport complet avec la liste des infractions et les amendes. Et quand le patron l'a convoqué pour lui retirer sa prime et l'accuser d'avoir appelé l'OSHA, il a dit, et c'est une citation directe, « Je m'en fous que tu aies appelé l'OSHA ». Ce que ce patron ne savait pas, c'est que cette phrase-là est la définition légale de la représaille. Et que les représailles contre quelqu'un ayant contacté une agence gouvernementale protégée sont illégales. Et puis un matin, Thomas était de repos. Un SMS de collègue. La FDA est là. Le manager a démissionné. C'est le chaos. Des camionnettes noires. Des agents en coupe-vent frappaient du sigle de leurs agences. Ils ont tout saisi, les produits, les documents, toute la comptabilité. L'apostrophe-F était là aussi, parce que la boutique fabriquait ses propres liquides sans licence de fabrication. Le fisc était là pour l'évasion fiscale. Le fils patron a décidé de tout prendre sur lui. Les amendes, les poursuites, la perte de toutes ses licences commerciales. 2 nouveaux locaux qu'il venait de louer pour ouvrir de nouvelles boutiques fermées avant même d'avoir ouvert. Il regardait 5 à 10 ans de prison en face. La boutique a fermé ses portes définitivement. Et Thomas, avec quelques anciens collègues, en a ouvert une nouvelle. Honnête, légale. La troisième histoire est celle d'une accusation sans preuve, d'une vengeance sans intention, et d'un désastre qui s'est propagé comme un incendie. Après ses études, un jeune homme, appelons-le Marc, est retourné dans sa ville natale et a trouvé un emploi dans un bureau de paris sportif. 20 heures par semaine, un salaire modeste, des collègues apparemment sympas. 6 mois plus tard, il était convoqué à ce qu'on lui avait présenté comme un entretien d'évaluation de fin de période d'essai. Il avait même droit à une augmentation, lui avait-on dit. Il est arrivé. Et on lui a annoncé 11 écarts de caisse, des mois de discordance, une somme cumulée de 270 livres sterling. Et personne ne lui avait dit un seul mot en 5 mois. Personne. Ses collègues l'avaient regardé dans les yeux tous les jours, avaient bu du café avec lui, avaient ri de ses blagues, et avaient, en secret, signé des rapports l'accusant de vol. Il a été licencié sur le champ. On lui a repris ses clés. On lui a dit de ne jamais remettre les pieds dans le magasin. Il est rentré chez lui furieux. Mais au lieu de s'effondrer, il a ouvert son téléphone et postulé à d'autres emplois. Avant même d'être arrivé chez lui, il avait un entretien calé pour la semaine suivante. Sa mère, cependant, était encore plus en colère que lui. Elle l'a assis dans sa cuisine et l'a aidé à rédiger une réponse à l'email de licenciement des RH. Une lettre en 2 parties, professionnelle et dévastatrice. Elle listait les manquements procéduraux, les incohérences dans les accusations, l'absence totale de preuves et les lois du travail que le cabinet avait violées. Marc a envoyé cet email à la RH, et en copie-point sa supérieure directe, le supérieur de celle-ci, et la holding internationale qui possédait la marque. Il a fixé un délai de réponse de 48 heures. La réponse est arrivée le lendemain. Toutes ses demandes étaient acceptées. Il a souri, et il a tourné la page. Ce que Marc ne savait pas, c'est que sa lettre avait provoqué quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. La holding avait lu. Et elle avait demandé des résultats immédiatement. Le supérieur régional, le patron de la patronne de Marc,
était descendu dans la ville comme un homme dont la carrière dépendait de chaque réponse qu'il allait donner. Il a interrogé la directrice locale sur les raisons pour lesquelles un employé accusé n'avait jamais été placé sous surveillance officielle. Pourquoi on lui avait donné des clés et des shifts seuls malgré les accusations? Pourquoi la procédure d'enquête réglementaire n'avait jamais été suivie? Il a découvert que la directrice avait inscrit dans le dossier de Mark qu'il était sous enquête sans jamais mener cette enquête. Elle l'avait licencié pour un crime qu'elle n'avait jamais cherché à prouver. L'équipe de sécurité a été saisie. Ils ont examiné les images de vidéosurveillance. Ils ont croisé les dates avec les relevés de caisse. Et ils ont trouvé. L'argent disparaissait, mais ce n'était pas marqué. C'était George Eshii, ses collègues. Ceux-là même qui avaient signé les rapports l'accusant. Ils falsifiaient les relevés de caisse. Ils volaient les clients, notamment des personnes âgées à qui ils rendaient délibérément moins de monnaie sur leur guet. Des dizaines de fois. Peut-être des centaines. Ils ont été licenciés. Et ensuite, la boutique principale, celle où Mark avait travaillé, se retrouvait avec un seul employé. Gordon. Impossible de la faire tourner seule. Elle a fermé. Gordon a démissionné. Il a retrouvé Mark dans son nouveau travail, un centre d'appel, double les heures, plus du double du salaire. La directrice locale, Janelle, a été licenciée pour faute grave, non-respect des procédures, couverture, incompétence. La petite boutique satellite de la ville voisine, gérée seule par une collègue prénommée Cara, s'est retrouvée inondée de tous les clients des 2 boutiques fermées. Sans aide, sans soutien. Elle a tenu quelques semaines puis a démissionné pour sa santé mentale. 2e boutique fermée. Et tout cela pendant le festival de Cheltenham, l'un des plus grands événements de Paris de l'année. Les 3 autres bureaux de Paris de la rue ont récupéré tous les clients. Et l'ancienne entreprise de Mark n'a pas existé ce jour-là. Et cette fois, c'est lui qui avait le dernier mot. Quelques mois plus tard, avec l'aide de l'ancien responsable régional, Mark et Gordon ont appris que George Eshii avait volé près de 4000 livres sur 3 ans, rien que via les méthodes retrouvées en vidéo, et que la holding, en fouillant des années de relevés, avait trouvé des irrégularités sur une décennie entière. George était là depuis 8 ans. Eshii depuis 10. Des poursuites pénales avaient été lancées. Les 2 avaient été arrêtés. Il y a quelque chose d'étrange dans la vengeance involontaire. Léa ne voulait pas détruire ces gens. Elle voulait juste que ce soit juste. Mark ne voulait pas fermer 2 boutiques. Il voulait juste un emploi honnête et une référence propre. Thomas ne voulait pas envoyer quelqu'un en prison. Il voulait juste une suspension injuste révoquée. Et pourtant, quand on bâtit un système sur le mensonge, sur la manipulation, sur le mépris de ceux qu'on est censé protéger, il suffit d'un léger tremblement pour que tout s'effondre. Ces 3 personnes n'ont fait que secouer légèrement. La chute, elle, a été totale. Ce que ces histoires nous disent, ce n'est pas que la justice arrive toujours. Ce n'est pas que les méchants perdent toujours. Ce que ces histoires nous disent, c'est que la vérité existe même quand personne ne la regarde. Elle attend. Et à vous qui regardez ceci ce soir, si on vous a déjà fait taire, si on vous a déjà fait sentir que votre parole ne valait rien contre le pouvoir de quelqu'un d'autre, rappelez-vous ceci. Parfois, une seule lettre envoyée aux bonnes personnes suffit. Le silence, lui aussi, peut être une stratégie.